débats. Un peu de retard aujourd'hui dans les débats, mais néanmoins ils seront de qualité comme tous les jours avec Judith Weintraub. Bonjour Judith. Bonjour, la pression est sur vous, grand porteur au Figaro Magazine. Jérôme Dubus, membre de La République En Marche. Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Et Gilles Gonzman est resté avec nous pour le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Hier, le président Emmanuel Macron, dans une allocution à 20h, s'est adressé aux Français et son contenu a bien plu à Jean-Luc Mélenchon. Avez-vous entendu dire le président Macron dire que M. Poutine était un dictateur? L'avez-vous entendu dire? Non. Et pourquoi il ne le dit pas? Parce qu'il réfléchit à la tâche qu'il a à accomplir. Vous ne pouvez pas dire un jour à un homme, vous êtes un dictateur, et le lendemain le rappeler pour lui dire alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut faire la paix? J'estime que de ce point de vue, le comportement du président est responsable, y compris quand il dit nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Parce que c'est les mots qu'il fallait employer après le dérapage de M. Le Maire ce matin, qui disait on fait la guerre. Non, on ne fait pas la guerre. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour, comme l'a dit Macron lui-même, il dit la même chose que moi sur ce sujet. Il dit il y a un risque de contagion à d'autres pays. Est-ce que vous savez qu'un quart des pays du vieux continent ont un problème de frontière avec leurs voisins? Valérie Pécresse, de son côté, elle enrage car elle voit de plus en plus Emmanuel Macron dans la posture d'un président et pas dans celle d'un candidat. Du coup, elle a dénoncé cet état de fait hier dans C'est à vous. Là vous vous rendez compte, Monsieur Cohen, que nous n'avons pas de campagne. Nous n'avons pas de campagne. Ah si, vous avez fait les meetings. Et on n'a aucune campagne. On n'a aujourd'hui pas d'adversaire. Il n'y a pas de campagne du président sortant. On n'a pas d'adversaire. Vous avez des adversaires. Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas d'adversaire. Oui, mais c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron que je veux remplacer. Et donc on n'a pas de candidat en face, on n'a pas d'adversaire. On ne peut pas attaquer son bilan, on ne peut pas proposer un contre-projet. On n'a aujourd'hui pas d'adversaire. C'est une situation qui est effectivement totalement inédite dans la Ve République. Alors Valérie, ça va pouvoir alimenter tous vos débats. Je vais un peu vite parce qu'on a pris du retard, parce que je vois les gens bouillir derrière vos débatteurs qui ont envie de réagir. Et puis il y avait Marine Le Pen hier, elle était en campagne, à la campagne. Mais alors évidemment, je parle du Salon de l'Agriculture. Et pour le quotidien sur TMC, ces éléments de langage au Salon de l'Agriculture, ça les a fait rire. Ok, on revient avec Marine Le Pen. On a découvert son nouvel élément de langage. On connaissait l'expression « il n'y a pas le feu au lac ». Voici la nouvelle version. Il faut qu'on fasse un plan d'urgence parce qu'il y a le feu à la ferme. De toute façon, il faut un plan d'urgence. Voilà. Il y a un peu le feu à la ferme. Il y a le feu à la ferme. Une campagne présidentielle, c'est avant tout l'art de la punchline. Pendant le Covid, on a fait le quoi qu'il en coûte, mais les agriculteurs, ils n'ont pas vu le quoi qu'il en coûte de Bercy. Le quoi qu'il en coûte de Bercy, vous ne l'avez pas trop senti. Hein. Et vous, le quoi qu'il en coûte, vous ne l'avez pas trop vu, je crois. On a même eu un combo des deux éléments de langage dans la même phrase. Il y a maintenant le feu à la ferme. Et quand il y a le feu à la ferme, eh bien, il faut mettre tous les moyens. Le quoi qu'il en coûte, après tout, pourquoi le quoi qu'il en coûte ne pourrait pas être aussi développé pour l'agriculture? Et voilà. Et pour finir, hier, les deux journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, toujours dans C'est à vous, alors ils ont jeté un pavé dans la mare, ils ont donné le nom de leur informateur sur l'histoire secrète entre François Hollande et Julie Gaillet. Et la balance est... Nicolas Sarkozy, par exemple, qui vous a aiguillé sur la piste de François Hollande et Julie Gaillet. Oui, c'est un jour, il nous dit concrètement, vous devriez vous renseigner sur François Hollande, qui sort en scooter de l'Élysée pour aller voir sa bonne amie. Je me souviens pour l'expression, sa bonne amie. Et moi, je ne savais pas, je ne savais rien de tout ça. On était pourtant souvent à l'Élysée. Je ne savais pas qu'il avait une bonne amie, comme il dit. Et même c'est Bernard Tapie qui nous en avait parlé avant, tu te rappelles? Peut-être sur les conseils de Nicolas Sarkozy, j'en sais rien. Mais en tout cas, concrètement, oui, il nous en a parlé et on s'en est évidemment pas occupé et on a découvert ça par la suite. On faisait un livre sur le président Hollande et on savait en fait pas grand-chose sur lui, manifestement. Sympa, c'est des garçons qu'on aimerait inviter chez soi aussi. C'est des garçons à qui vous avez envie de parler parce que vous êtes sûr que de toute façon vous retrouverez dans un de leurs livres. Merci beaucoup Gilles, merci à vous. On va peut-être enchaîner avec le coup de gueule de Jacques Miard qui fait écho peut-être à ce que disait Marine Le Pen. Il y a le feu à la ferme. Écoutez, c'est assez simple. Je suis allé, comme beaucoup de Français, au Salon de l'Agriculture et à déjeuner, à côté de moi, il y avait un paysan qui était en train de déjeuner également et qui me parle de sa retraite. 900 € par mois, après, je dirais, des années et des années de travail, 80 heures par semaine. Et ça m'a révolté. Je sais bien que c'est un problème lancinant, mais ça en dit long
sur, je dirais, les inégalités des Français au regard de la retraite, alors qu'ils ont travaillé, qu'ils nous ont nourris. Et c'est un coup de gueule, parce que je crois que c'est un problème majeur qu'il va falloir reprendre. On ne peut pas laisser nos agriculteurs avec des retraites de misère de cette manière. Ce n'est pas acceptable. Et je voulais le dire à l'antenne, je sais que je ne suis pas le premier à le dénoncer, et que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. Oui, non, mais vous avez raison, on parle du salon de l'agriculture, on parle des agriculteurs à ce moment-là. C'est important d'en parler et d'attirer l'attention sur cette situation. Jérôme Dubus, un coup de cœur. Oui, un coup de cœur parce que y a très peu de livres qui sont sortis finalement, enfin très peu de livres objectifs et factuels qui sont sortis sur Vladimir Poutine et son système. Et il y en a un que j'ai retrouvé qui est sorti en 2018, qui est tout à fait remarquable, qui a été écrit par Françoise Thom, qui est une professeure d'université, une historienne, qui s'appelle « Comprendre le poutinisme ». Et qui est tout à fait remarquable parce qu'il est factuel. C'est-à-dire qu'elle décrit les faits qui se sont passés depuis sa prise de pouvoir à la fin de l'ère Helsinki. Elle décrit la manière dont il a encerclé la société russe, non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau économique. C'est tout à fait passionnant. Au niveau politique, il a commencé dès son arrivée par mettre en place, par exemple, des préfets. Ça n'existait pas, contrairement à ce qu'on croyait. Ça n'existait pas sous l'ère soviétique, ça n'existait pas sous l'ère Helsinki. À côté des gouverneurs des provinces, il a mis des préfets, qui étaient nommés par lui, évidemment. Puis petit à petit, ces préfets ont pris le pouvoir dans les provinces russes et il a supprimé l'élection au suffrage universel des gouverneurs russes. Premier point, en arrivant. Et puis ensuite, il a mis la Douma sous contrôle. Elle l'était déjà quasiment, mais il l'a continué. Il a supprimé un certain nombre de partis politiques. Et puis surtout, il a mis en place une technostructure extrêmement puissante, extrêmement nombreuse. Je rappelle que sous Brejnev, il y avait 700 000 fonctionnaires seulement. 700 000 fonctionnaires russes. Aujourd'hui, vous savez combien il y en a ? Non. 1,5 million. Ça a doublé sous Poutine. Et donc, il a corseté la société russe de manière comme jamais, avec une technostructure, des services de renseignement extrêmement puissants, parce que le FSB, c'est le KGB puissance 10. Et puis, un contrôle de l'économie, comme jamais également, puisque tous les grands marchés passent par lui. Il faut sa signature pour avoir un grand marché, enfin sa signature, pas formelle, mais enfin sa signature morale. Donc la conclusion c'est quoi ? La conclusion c'est qu'il a corseté la société russe, qui nous avait annoncé ce qu'il allait faire et que personne n'a bougé. C'est un lapsus intéressant. Et donc, nous sommes quasiment tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui, puisque nous l'avons laissé faire pendant 22 ans. Oui, enfin, il faut. Alors, allez-y, Michel, et puis après Judith, Pardon. Françoise Thom, c'est une très grande intellectuelle. Je salue le choix, le coup de cœur qu'a fait Jérôme Dubus. Elle a écrit un autre livre quelques années avant qui s'appelle La langue de bois, qui est un livre extraordinaire pour démonter justement toute la vulgate communiste, marxiste. Et pour aller un peu plus à la conclusion, si je puis me permettre, parce que je connais assez bien cet auteur, c'est qu'en fait, elle nous décrit Poutine factuellement comme un mélange de tsar et de Staline. Et que la réalité, on est en train d'en découvrir aujourd'hui le vrai visage. Et donc, je trouve que c'est un très bon coup de cœur qu'a eu Jérôme Dubus. Judith, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, juste approuver le choix de Françoise Thom, effectivement, qui dans ses analyses factuelles est absolument éblouissante. Juste une petite remarque, 1,5 million de fonctionnaires, c'est beaucoup moins que la France, qui en compte 5,6 millions à l'heure où nous parlons, pour une population bien moins nombreuse. Non, mais ce sont les fonctionnaires d'État, ça ne comprend pas les fonctionnaires dans les provinces. Absolu. Allez, comprendre le poutinisme, donc Françoise Thom, THOM, et c'est aux éditions Desclés de Brouwer. Michel Taube, vous restez vous aussi dans le sujet ukrainien-russe, ukraino-russe ? Ukrainien surtout. En fait, moi, c'est juste pour dire que depuis une semaine, je découvre, comme beaucoup de Français, que des milliers d'Ukrainiens parlent parfaitement le français. Et je trouve que c'est extraordinaire. Honnêtement, je ne savais pas qu'en Ukraine, il y avait autant d'Ukrainiens qui parlaient un français
aussi parfait. Et je pense que nous qui aimons bien nous battre la coulpe et être toujours très négatifs, voilà, ça fait aussi partie du rayonnement de la France d'avoir une langue qui est peut-être beaucoup plus pratiquée qu'on ne le croit. Je regardais, l'Ukraine ne fait même pas partie des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle n'a qu'un statut d'observateur. Elle n'en est pas membre directement. Et d'ailleurs, sur le site de la francophonie, ils ne parlent pas du tout du conflit en Ukraine. Hein, c'est comme si ça n'existait pas pour eux. Mais non, depuis une semaine, on voit ces milliers d'Ukrainiens qui parlent le français et je trouve que c'est vraiment fantastique. Je trouve que voilà, c'est important pour nous et ça, c'est une des raisons aussi, à mon avis, du fait que beaucoup de Français se sont reconnus dans ce conflit. Et voilà, je voulais saluer, c'est un coup de cœur pour nos amis ukrainiens qui parlent si bien le français. Alors, Jacques Miard, qui est un défenseur de la francophonie. Je voudrais juste dire qu'effectivement, dans beaucoup de pays, entre guillemets, de l'ex-Union soviétique, même si l'Ukraine avait un statut particulier, on a trouvé beaucoup de francophones, grâce à qui? À la CGT. Parce que, je me souviens dans l'Azerbaïdjan, avoir eu une explication par des scientifiques d'Azerbaïdjan sur le pétrole et autres, dans un français parfait. Et d'où ça vient? Ça vient que du temps des soviétiques, bien évidemment, c'était la CGT qui enseignait à tous ces braves gens. Et donc, il y a encore, je dirais, des beaux restes. Mais nous ne nous trompons pas. Même si les médias sont allés interviewer un certain nombre de francophones en Ukraine, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que je crois que le globish est en train de gagner. Et c'est regrettable parce que ça réduit le monde à, je dirais, une culture qui n'est pas forcément la nôtre. Un tout petit mot. Oui, non, c'était juste pour compléter ce que disait Jacques, parce qu'il n'y a pas que la CGT qui a. Heureusement, ça date bien avant. Les relations avec la Pologne et la France étaient extrêmement fortes. Les relations avec la Tchécoslovaquie et la France étaient très fortes. Václav Havel a toujours été francophone. Sa référence était la France. Bref, tous les dissidents de l'Union soviétique ont été tournés vers la France. D'ailleurs, un certain nombre sont venus se réfugier en France. Alors, donc la CGT à sa place. Non, puis la grande Russie était francophile. Il y avait des intérêts forts français de la francophonie et qu'on n'a malheureusement pas, on les a pas toujours défendus après. Absolument. On est bien d'accord. Merci. On se retrouve dans un tout petit instant. On va parler évidemment de l'Ukraine, de la Russie, du président de la République hier soir qui s'est adressé aux Français et puis d'Ivan Colonna. À tout de suite. Les débats avec vous, avec Michel Taube, Jacques Miard, Judith Weintraub et Jérôme Dubus. Je voulais évoquer ce sujet, mais vous avez décidé de le faire. Judith Weintraub, c'est votre coup de gueule, enfin la stupéfaction qui nous saisit après l'agression d'Ivan Colonna hier. Oui, et je pense que le contexte international fait que cette affaire ne fait pas le bruit qu'elle devrait faire. Un condamné à perpétuité comme l'était Ivan Colonna pour assassinat du préfet Erignac et pour terrorisme, laissé seul avec un autre détenu né au Cameroun, condamné pour terrorisme djihadiste, qui s'est distingué par des violences, des agressions pendant toute la durée de sa détention depuis 2015, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Il a été arrêté en Afghanistan, remis à la France. Il était détenu depuis 2014 et libérable en 2023. Et quand on lit les différents articles qu'il y a, parce qu'il y en a quand même dans la presse, c'est un fou furieux. Oui, c'est un fou furieux ou un idéologue. J'entendais Gilles Siméon, qui est le président de l'Assemblée de Corse, enfin du Conseil de l'exécutif corse, dire que en fait des menaces islamistes pesait sur les condamnés corses, les détenus corses, depuis plusieurs années, que l'administration n'en tenait pas compte. Je n'ai aucune sympathie pour Ivan Colonna. Siméon ne conteste pas la condamnation, même s'il continue à dire que Colonna était innocent des faits dont il l'accuse. Dont la justice l'accuse, mais là, les défaillances de l'État français sont absolument criantes. Ça pose en plus la question de la détention
des détenus djihadistes. Et je dis bien djihadistes, pas seulement terroristes, puisque dans plusieurs condamnations qui ont frappé Colonna, il y a aussi terrorisme, puisqu'il prétendait être un prisonnier politique et agir pour des buts politiques, et demandait à ce titre un traitement dérogatoire que la justice française ne lui a jamais accordé, et à juste titre. Et là, j'ai une pensée pour la famille du préfet Erignac, évidemment. Une enquête a été ouverte par l'inspection générale de la justice. J'espère qu'elle dira très vite qui sont les responsables de cet assassinat, pourquoi ça a été fait, et que très vite on en finira avec les interminables débats sur que faut-il faire des djihadistes emprisonnés. Mais ça nous renvoie à la question plus globale du manque de places de prison, mais évidemment, ils ne doivent pas être mélangés aux autres. Oui, oui. Alors, Michel Taube. Moi, je voulais effectivement compléter le propos en disant que ça pose le problème de la libération annoncée de très nombreux djihadistes qui sont actuellement en prison, puisque le suspect Franck Elang Abbé, pour le nommer, il a été condamné à 9 ans de prison, seulement 9 ans de prison, j'ai envie de dire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire d'eux à la sortie? Alors, plein de candidats à l'élection présidentielle nous promettent leur expulsion dans leur pays d'origine. Est-ce que les autorités camerounaises vont vouloir le recevoir pour qu'il continue à purger sa peine? Non, le problème c'est qu'on est dans une impasse. Et le deuxième point, c'est la capacité de ces djihadistes à surgir du jour au lendemain, c'est-à-dire à être calmes pendant des années, en apparence, et d'un coup à commettre des actes d'une violence absolument inhumaine, parce que justement ce sont des cocottes minutes. En l'occurrence, il n'était pas calme. En plus. Non, il avait pris en otage une infirmière, il avait menacé de crever l'œil d'un médecin ou de cette infirmière. Enfin, il y avait quand même eu de nombreux épisodes durant sa détention. Il avait reçu d'autres condamnations. Malgré tout, il était libérable. Et quand on voit la sauvagerie de l'agression dont a été victime Yvan Colonna, c'est-à-dire que quand les soignants sont arrivés, il y avait la trace de sa semelle sur la trachée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, de sang-froid, a mis son pied sur la gorge de quelqu'un, il l'a étouffé avec un sac plastique. C'est de la sauvagerie. Il n'y a pas d'autre mot. C'est grave dysfonctionnement du... Mais attendez l'enquête, parce qu'avant de dire que c'est un grave dysfonctionnement, que ceci, que cela, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé encore. Il y a l'article du Parisien qui est effectivement relativement précis, mais moi je suis très circonspect sur cette histoire. Voilà. C'est-à-dire aller jusqu'au bout? Non, je pense que soit ça a été organisé, ce qui n'est pas du tout exclu. Oui. Attendez. Non, mais les avocats se posaient la question de savoir si c'est un détenu particulièrement surveillé qui n'était jamais seul. était surveillé depuis des années. Il faisait l'objet d'une protection assez intensive. Tout d'un coup, il est agressé comme ça? Vous croyez que c'est par le biais du mystère ou du miracle? Jérôme. Alors, moi, je suis très circonspect sur cette affaire. Jacques Miard. Oui, on juge les faits sur le résultat. Il a été pratiquement assassiné par quelqu'un qui se réclame du djihadisme. Oui, mais ce quelqu'un n'a-t-il pas été manipulé? Attends. Avant d'avancer on se calme. Alors, de toute façon, il est évident. Attendez, Jacques Miard. Moi, je suis très content que Judith ait élevé ce problème-là, parce que lorsque j'ai entendu ça ce matin ou hier, j'ai été stupéfait. Il y a un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire qui a été dénoncé à de multiples reprises de l'appareil et dont on pénitentiaire. voit aujourd'hui, je dirais encore, l'inefficacité. Bon, là, il y a quand même un problème majeur. Alors, on ne va quand même pas accuser le garde des Sceaux de cet dysfonctionnement, mais il est évident qu'il y a un dysfonctionnement et qu'il va falloir mener une enquête sérieuse. D'ailleurs, qui est ou pas eu des complicités, ça ne change rien au dysfonctionnement, c'est encore pire. Non, mais le dysfonctionnement, on peut l'organiser. Oui, mais Jérôme, c'est qui est on? Tu donnes dans le complot maintenant? Mais vous savez très bien, mais non, c'est pas un problème de complot, mais vous savez très bien que Colonna, la tête de Colonna était mise à prix, y compris par un certain nombre de ses amis. Enfin, tout le monde le sait, en Corse. Oui, mais vous savez ça, quand même. Ça fait des années que ça existe. Il y a eu déjà des tentatives d'assassinat sur lui, vous le savez très bien. Comment l'administration pénitentiaire Mais je ne sais pas, moi je n'en sais pas plus. Ça me paraît assez étonnant cette histoire, c'est tout. Je n'en dirai pas plus. Je n'ai pas d'éléments suffisants pour y aller plus loin. Bien sûr que c'est étonnant, mais à mon avis, on juge
un dysfonctionnement au résultat. Là, il y a un résultat patent. Que Colonna ait des ennemis, ça, on peut le comprendre, mais il n'en demeure pas moins que si c'était le cas et si l'administration le savait, elle devait prendre des mesures pour l'empêcher. Mais il était protégé, tout le monde le sait. Ah bon? Mais bien sûr. Ah bon? Apparemment non. Si. Apparemment pas. Hein. C'est pour ça que c'est d'autant plus bizarre que ce soit passé comme ça. Voilà. Il avait en 2015 menacé une interne donc en psychiatrie dans sa cellule. Il avait été transféré en psychiatrie, donc c'est quelqu'un qui a eu des épisodes psychiatriques. Donc on s'interroge aussi de savoir comment on allait libérer cet homme dans un an, dans cet état-là. C'est-à-dire il a été arrêté pour djihadisme. Il a combattu en Afghanistan. Donc comment a-t-il pu être mis en confrontation avec Colonna? Enfin, je veux dire, c'est pas le fruit du hasard. Vous n'allez pas me faire croire ça. On ne sait pas, on verra. Mais je trouve que c'était important d'en parler ce matin. Voilà. On se retrouve dans un instant. On va revenir sur l'intervention du président de la République, un discours programmatique. Il ne pouvait évidemment pas annoncer sa candidature hier. Néanmoins. Voilà, on y revient dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, le président de la République est donc intervenu hier soir. Il s'est adressé aux Français dans un discours qui a duré environ 14 minutes. Il a été regardé alors j'avais noté le chiffre, il y avait 18 millions de personnes, 75% de part de marché, donc il y a beaucoup de gens qui étaient devant le poste, beaucoup de gravité dans la manière dont il s'est adressé aux Français. Qu'en avez-vous pensé les uns et les autres? Jérôme Dubus, vous l'avez trouvé formidable? Non, pourquoi vous dites ça? Non, moi j'essaye d'être objectif, je l'ai trouvé à la hauteur de la situation, voilà, tout simplement. Je l'ai trouvé très factuel, je l'ai trouvé précis, il a redit ce que l'ensemble de l'Occident avait fait depuis cette invasion épouvantable. L'Union européenne qu'il préside, donc c'était à double titre qu'il intervenait en tant que président de la République et président de l'Union européenne, et je l'ai trouvé à la hauteur de la situation. Voilà. Maintenant, c'est pas le moment de se déclarer candidat. Je pense que ça viendra demain. Vous avez des infos? Je pense que ça sera demain, oui, effectivement. Ouais. C'est la date limite hier demain. soir, c'était pas le moment de se déclarer candidat. Alors, j'ai entendu le zapping politique tout à l'heure. Moi, ça me fait rigoler. Ouais. Ça fait 5 ans que ces gens, qu'il y a des gens qui sont opposants, et heureusement qu'on est dans une démocratie qui a des opposants, et ils découvrent tout d'un coup qu'ils ne peuvent pas s'opposer, qu'il n'y a pas de débat, mais ça fait 5 ans que Mme Pécresse s'oppose à M. Macron, c'est pas nouveau. Alors, tout ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, ça prouve qu'elle patine totalement. Elle patine totalement. Oui, mais enfin, c'est pas le sujet, là. Non, mais parce qu'on n'a pas pu répondre au zapping. Voilà, j'en profite. Alors, Michel Taube. Alors, en fait, moi, je résumerais l'intervention d'Emmanuel Macron de la façon suivante. C'est Churchill qui un jour a dit « Je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Je pense que, en fait, Emmanuel Macron, ça correspond à la fois à sa conception du politique et de l'histoire et malheureusement à la réalité que nous sommes en train de découvrir, cette réalité tragique, le retour du tragique, c'est la deuxième fois qu'il parle d'ailleurs du retour du tragique, et ben voilà, il nous a fait un discours que j'ai trouvé effectivement honnête et qui annonce malheureusement des jours difficiles. Donc c'est Churchill qui avait dit cette phrase fameuse du sang, du labeur, des larmes et de la sueur pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un peu cela qui nous a fait hier. Alors 18 millions de téléspectateurs, c'est tout simplement 2 fois moins qu'au plus fort des interventions du président de la République pendant la crise du Covid, où il a été jusqu'à 34 millions, je crois 36 millions de téléspectateurs au plus fort de la crise. Mais oui, effectivement, l'heure est grave et le président de la République était dans son rôle un petit peu voilà, il nous annonce un peu des jours difficiles et je pense qu'il faut malheureusement nous y préparer. Oui, Jacques Miard. Écoutez, je vais vous surprendre un peu. Je m'adresse un peu à Jérôme, qui après avoir soutenu Mme Pécresse au régional, maintenant est plus macroniste que, je ne sais pas, il n'y a pas un chien à l'Élysée, on disait un labrador à l'époque. Bon, ce qui est certain... Non, il y en a chez LR, des chiens, visiblement. Oui, mais attends, sujet délicat. Des chats qui votent, il paraît. Alors hier enfin, en tout cas, on a vu effectivement le retour de Giraudoux. Vous connaissez Giraudoux? Oui. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Était commissaire à l'information lors de la Trente de guerre, et bien évidemment, il attaquait Adolf Hitler, mais il disait « j'aime beaucoup les Allemands ».
Et hier, on a eu ça à nouveau. C'est très maladroit. Le président a raison de maintenir le contact avec la Russie. C'est évident. Et il doit continuer à le faire. Mais ce n'est pas le genre de propos d'essayer de dire Poutine ne représente pas les Russes, etc. Il faut arrêter. Il représente jusqu'à nouvel ordre les Russes. Et deuxièmement, il y a un point très important. J'ai l'impression que notre président... Mais bien sûr, il l'a dit hier. Il n'a jamais dit que Poutine ne représentait pas les Russes. Les Russes restent en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre les Russes. Ben oui. Voilà. Ben heureusement qu'il l'a dit. Un instant, Jérôme, je vais au bout. Et puis, en ce qui concerne, je dirais son eurolatrie européenne, où il propose la défense européenne, alors que tous nos partenaires veulent l'OTAN. Il a le cul entre Non, mais Jacques, c'est terminé ça. Les Allemands ont annoncé qu'ils allaient mettre en place une armée allemande. C'est pas vrai, Jacques. Michel, Jacques, tu te trompes. Jacques, j'aime beaucoup Jacques Millard, mais malheureusement, mon cher Jacques. Tu te trompes, Michel. Eh bien, tu vas voir. L'histoire, je suis désolé. L'histoire, elle change là. Alors, pas tous en même temps, on n'entend rien. L'erreur d'analyse est la suivante. Ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il faut que les Européens montent en puissance dans leurs dépenses. Mais nos chers partenaires sont tous otaniens. Arrête, ne rêve pas. Il faut que tu redescendes sur Terre et que tu... non, c'est l'Europe qui a décidé de tenir tête à Poutine. C'est pas Biden, c'est pas l'OTAN. On l'a vu depuis début février. Mais certainement ton analyse, mais la réalité, c'est que l'Europe, grâce ou à cause de nos amis ukrainiens, l'Europe politique est enfin de retour. Et elle n'est pas plus de retour que moi, je suis évêque. Et crois-moi, il y a une marge. Il y a de la marge. Bon, on vous mettra pas d'accord. Il y a des côtés évêques, quand même, dans ton discours. Non, c'est des côtés réalistes. Par son côté dogmatique. Tout à l'heure, pour le mariage des curés. Laissez passer Judith, quand même. Tout à l'heure, Jean Castex sera au Trésor de TF1, l'invité de Jacques Legros, pour expliquer ces mesures de résilience. Vous avez pensé quoi, vous, déjà, Judith, de l'intervention du président de la République ? J'ai trouvé que l'intervention d'Emmanuel Macron n'était pas due en même temps, précisément, contrairement à son habitude, qu'il nommait les choses, les événements et les gens. Il a évidemment bien fait de dire que c'était Vladimir Poutine l'agresseur, et le faire sans aucune ambiguïté. Et je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, l'agence russe RIA Novosti a mis par erreur en ligne, quelques instants, un papier qui en fait célébrait la victoire de Vladimir Poutine en Ukraine, l'avènement de la Russie et du nouveau monde dans lequel la Russie devenait une grande puissance. Et c'était un papier extrêmement intéressant. Quelques internautes avisés ont réussi à le sauvegarder et à le traduire. Donc il est aujourd'hui disponible sur les réseaux français. Et dans ce papier, en fait, on comprend que quelles étaient les erreurs de l'OTAN et des Européens qui laissaient entendre que l'Ukraine pourrait adhérer à l'OTAN. En fait, le plan de Vladimir Poutine pour restaurer son fantasme de grande Russie est bien antérieur et bien indépendant de ces erreurs. En fait, Poutine n'avait jamais accepté la reconnaissance de l'Ukraine par la Russie en 1991. Donc de ce point de vue-là, après ce détour, je trouve qu'Emmanuel Macron a parfaitement posé les choses. J'ai noté aussi son changement de vocabulaire. Il nous a dit la France devait être indépendante et souveraine. C'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans sa bouche. Après, est-ce que ce changement sémantique s'accompagne d'un changement de politique ? On peut en douter. Il nous a annoncé un grand sommet à Versailles les 10 et 11 mars avec l'ensemble des chefs d'État et chefs de gouvernement européens, justement pour parler d'une défense européenne autonome, et autonome, ça veut dire autonome des États-Unis. Ça sera l'occasion de trancher la querelle entre Jacques Millard et Michel Taube. Non, mais pour en revenir à ce que disait Judith, c'est tout à fait exact ce que disait Judith, parce que dans le livre de François Stom que j'ai cité tout à l'heure, il y a une phrase terrible qui est prononcée par Poutine avant qu'il soit président, c'est-à-dire avant son arrivée au pouvoir en 2000. Il était Premier ministre nommé par Helsinki. Il dit quoi ? Tenez-vous bien, l'État a entre les mains une matraque dont il peut se servir une fois pour toutes, en frappant à la tête. Nous n'avons pas encore utilisé cette matraque. 1999.
nous l'avons seulement brandi. Le jour où nous serons vraiment en colère, nous l'utiliserons sans hésiter. Poutine, 1999. Voilà, tout était dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais Jérôme, je suis d'accord avec toi pour dire que nous avons en face de nous quelqu'un qui est déterminé et qui va d'abord analyser sa propre conception, ses propres intérêts au regard du droit international qu'il méprise quelque part. Je vous recommande ce matin l'article dans le Figaro de Luc Ferry qui analyse froidement, je dirais, les raisons qui ont poussé à cette situation et que nous avons sans doute fait erreur. Ne jamais oublier que, par exemple, George Kennan, lui-même, ambassadeur américain à Washington, dans le Foreign Affairs de 98-99, dit « Si vous continuez à avancer les pions de l'OTAN, on va vers une catastrophe. » Jacques, pourquoi je rappelais cet article de l'agence russe, c'est que précisément, ça met à bas la thèse que nos erreurs seraient responsables de l'agression de Poutine c'est pas un article, Judith, qui va réduire la géostratégie. Non, mais moi, je voudrais... Il y a Zelensky, il y a Kissinger qui ont dit la même chose. Alors, on va voir ce qui se passe à Versailles. Oui, parce qu'elle se met effectivement à Versailles. Michel Taube. Alors, Versailles, d'abord, c'est très important parce qu'on se souvient tous que Emmanuel Macron avait reçu Vladimir Poutine en grande pompe à Versailles, dès le début de son quinquennat, et ça avait été des images très très fortes. Il va peut-être vouloir les faire un peu oublier en jetant les bases d'une Europe de la défense, peut-être à Versailles même dans une semaine. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que je suis pas d'accord sur ce discours sur l'OTAN. Bien entendu que l'OTAN et les États-Unis ont des intérêts, ont une stratégie, mais c'est pas l'OTAN qui a décidé. C'est les peuples baltes, c'est le peuple polonais. C'est aujourd'hui la Finlande et la Suède qui demandent à entrer dans l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu François Stom. Parce qu'ils savent qui est Poutine. Parce qu'ils savent quelle est la politique. Non, mais vous n'avez pas besoin de François Stom. Ils sont aux premières loges. Je dis ça en termes d'image, mais ils savent qui est Poutine. Eux, ils savent qui est Poutine. Ils ont pâti du système soviétique pendant des décennies. Donc, c'est pas l'OTAN qui avance ses pions. Ce sont des pays qui ont connu les souffrances et ce que les tsars et les dirigeants ensuite soviétiques sont capables d'imposer au peuple. Et donc c'est pour cela que l'OTAN avance. Ouais. Elle avance parce que les Européens ont besoin d'être protégés contre la menace russe. Comme l'a dit la citation qu'a reprise Jérôme Dubus, Poutine, il est très en colère. Il est très en colère. Et donc je pense qu'il est prêt à faire très très mal. Et donc si on ne lui résiste pas et qu'on ne lui montre pas qu'on n'a pas peur de lui, on va se faire écraser. Bon. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que les Européens réagissent avec tellement de vigueur, contrairement à Joe Biden, qui depuis le début a dit que de toute façon, il ne mobiliserait aucun soldat. Donc oui, l'Europe est née, enfin, parce qu'elle a pris la mesure du danger qui est assez fort. En ce qui concerne la mobilisation des soldats, je pense que le président Macron, et à juste titre, l'a dit, c'est pas parce qu'on envoie quelques soldats en Roumanie ou ailleurs qu'on va rentrer en guerre. Parce qu'effectivement, là, ça change de nature. Bien sûr. Donc, il faut garder raison. À moins que Michel Taube soit pour une intervention de l'armée française en Ukraine, mais là, il faut le dire. Ouais. Voilà. Non, mais en revanche, la réalité, on ne va pas se voiler la face. Nous sommes déjà à certains égards en guerre. Nous sommes déjà à certains égards en guerre. Quand vous voyez les multiples mesures qui ont été prises... Non, je parle froidement. Quand vous voyez les mesures... Je vais prendre un exemple. La chaîne RT. Est-ce que la décision de fermer des chaînes de télévision et de radio, d'accord, qui est quand même une décision extrêmement grave, dans tout le territoire européen, ce n'est pas des mesures que l'on prend généralement en temps de guerre. La réalité, c'est que nous ne sommes pas en guerre militaire avec la Russie, mais la réalité, c'est que nous sommes dans un climat de guerre, plus que de guerre froide, et qu'effectivement, Poutine a réveillé cette situation tragique dont parlait Emmanuel Macron, c'est justement le signe qu'effectivement, on n'est pas uniquement que dans un conflit ukrainien. C'est malheureusement la triste vérité. Pour faire un peu le Ponce Pilate entre Jacques et Michel sur l'affaire de l'OTAN,
Donald Trump et son prédécesseur, Barack Obama, ont toujours annoncé que l'Europe, ça ne les intéressait plus. Bon, alors Obama l'avait dit, Donald Trump l'a renforcé et Joe Biden s'est mis dans les chaussons ou dans les chaussures de Donald Trump, de son prédécesseur. Mais l'Europe ne les intéresse plus. Les États-Unis sont aujourd'hui tournés vers l'Asie. Leur principal problème, c'est la Chine, ça n'est pas la Russie. Et en réalité, l'OTAN, et tout le monde l'avait constaté jusqu'à il y a 15 jours, l'OTAN est très affaiblie aujourd'hui. Enfin, on a quand même maintenu M. Erdogan dans l'OTAN pendant des années. Il y est toujours d'ailleurs. Alors là, il est un peu plus réaliste et un peu plus gentil, mais combien de temps ça va durer? Regardez ce qu'on a fait avec la Géorgie, on n'a rien fait. Regardez ce qu'on a fait avec l'annexion de la Crimée, on n'a rien fait. Regardez ce qu'on a fait avec la Syrie. On a laissé les Russes finalement soutenir le régime de Bachar el-Assad, le soutenir de manière extraordinairement puissante, puisqu'il y a eu des avions russes qui sont intervenus pour casser l'opposition à Bachar el-Assad, et on n'a pas bougé. Donc ça dure depuis 10-15 ans, cette affaire. On n'a pas bougé parce qu'ils se sont débarrassés des terroristes. On ne peut pas seulement. On a beaucoup moins. Pas seulement. Il y avait aussi dans l'opposition syrienne autre chose. Mais c'est ça, c'est un autre sujet. Mais non, c'est le même sujet, pardon. Non, c'est pas le même sujet. Et en réalité, Poutine a tout annoncé. J'ai repris la phrase, mais il y en a des dizaines des phrases comme ça. A annoncé ce qu'il allait faire quand il est arrivé au pouvoir. On n'a pas bougé. Je suis désolé de le dire. On n'a pas bougé collectivement. Exact que ce que recherche Poutine, c'est d'avoir la sécurité assez... Mais plus que la sécurité. C'est la restauration de la grande Russie. On a voulu ignorer ce facteur. Maintenant, il ne faut pas lui donner raison parce que c'est une agression, que ça soit très clair. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on devrait garder raison. Et quand on a un ministre, Le Maire, qui a retiré ses propos dans des déclarations imbéciles, il ne faut pas ensuite... Poutine n'avait pas besoin de Le Maire pour envahir l'Ukraine. Non, mais l'autre derrière, il prend des mesures. Il faut arrêter de lui trouver des raisons, des excuses. Non, allez, il faut qu'on marque une petite pause et on continue ce débat. On aura un auditeur avec nous dans un instant. À tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi. Et nous avons un auditeur en ligne qui voulait réagir. C'est Philippe qui nous appelle de Fontainebleau. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Valérie Exler. Je vais faire vite parce que je sais que moi je vais pas pouvoir aborder tout ce que je veux aborder. Bon, je vais dire que je partage l'avis de Monsieur Miard. Non, je vais dire que je partage l'avis de Monsieur Miard. Par contre, moi, il y a quelque chose. Alors moi, c'est ma parole de citoyen, d'accord. Ça n'engage que moi. Les autres, chacun font comme ils veulent, chacun est libre de ses responsabilités, de son libre arbitre. Moi, j'entends Monsieur Michel Taube qui nous compare Monsieur Macron à Churchill. Donc maintenant, moi, je veux bien toutes les phrases de communicants, tout ça, c'est bien, d'accord. Moi, en tant que citoyen, je vous dis, je vois pas les chars arriver sous la tour Eiffel, d'accord. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai 53 ans, d'accord. Moi, depuis que je suis en âge de voter, à chaque fois, on m'a volé mon débat démocratique. On m'a mis Le Pen dans les dents pendant plus de 20 ou 30 ans, d'accord. À chaque fois, on a eu des présidents qui sont engagés sur des grandes phrases grandiloquentes et tout. Là, aujourd'hui, Macron, il est au pouvoir, ça fait 5 ans. 2 ans de Covid, où on n'a pas le droit à la parole. On n'a pas le droit de dire tout ce qu'on peut être pas d'accord avec lui. Parce que vous comprenez, c'est le grand prince, c'est le grand roi, on doit suivre. Là, il y a l'Ukraine qui arrive. Alors, ce qui m'étonne en tant que citoyen, c'est que la guerre en Ukraine, elle existe depuis 2014. Tant que les Ukrainiens s'entretuent entre eux, personne n'a bougé le doigt, même dans le monde européen. D'accord? Alors, Poutine, oui, c'est un méchant. Oui, c'est un dictateur. Oui, c'est un autocrate. Oui, mais ce monsieur, il défend sa géostratégie, sa géopolitique et ses intérêts. Et aujourd'hui, nous, les Européens, on se réveille. Mais vous savez quoi, monsieur Michel Taube? Vous croyez que l'Allemagne va investir 100 milliards pour défendre les intérêts de l'Europe ou défendre ses intérêts? L'Europe de la défense n'existera pas. Oh non, je vous le dis, l'Europe n'existera pas. Les deux. Écoutez, je sais pas, Michel. qui veut vous... Alors, Michel Taube, puisqu'il est mis en cause. Michel Taube, oui. Ah bah non, mais je comprends votre colère de ce que beaucoup de Français aient voté Le Pen pendant des décennies, ça, il n'y a pas de problème. Après, je suis désolé, l'Allemagne, elle a évidemment ses intérêts et personne ne peut lui reprocher de défendre ses intérêts, mais l'Allemagne est depuis 1950 un des piliers de l'Union européenne, n'en déplaise à Jacques Millard. Mais donc je pense que l'Allemagne a enfin, s'est enfin réveillée. Et a compris qu'elle devait aider la France
à doter l'Europe d'une capacité de défense indépendante des États-Unis. Qui est-ce qui a demandé à la France de laisser son siège au Conseil de sécurité? C'est de bonne guerre. L'actuel chancelier d'Allemagne. Alors, qu'est-ce que c'est? Toi aussi, tu es victime de la propagande germaine? Moi, j'ai toujours été pro-européen, donc je suis désolé, mon cher. Mais c'est pas pro-européen, c'est une ânerie. Bon, non. Moi, je suis pour une union des États et des nations, pas de l'intégrisme européen comme toi. Ouais. Mais on entend la colère. Camille nous dit vous rigolez. Non, on rigole pas. On entend la colère de notre auditeur, de Philippe, qui a, oui, qui a appelé. Attendez, la colère de l'auditeur, moi je veux bien, mais quand il dit on a mis Le Pen. Qui a mis Le Pen? C'est le peuple français qui a mis Le Pen au deuxième tour. Donc on nous dit qu'il n'y avait pas de démocratie, pas de liberté pendant 2 ans alors qu'il y avait le Covid. Pas du tout. Il y a eu des élections municipales, il y a eu des élections régionales, chacun a pu s'exprimer. Si les gens ne viennent pas voter, j'allais dire tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On n'est pas dans une dictature. J'en ai marre d'entendre ça systématiquement par un certain nombre d'auditeurs. C'est inadmissible. Inadmissible. On est en liberté, on est en démocratie, et on va voter. Oui. Et les gens peuvent s'exprimer. On est bien d'accord. Mais oui. Jérôme, moi je trouve que le livre de Madame Thom que tu nous as relaté, faut lui commander le parallèle entre la procédure de M. Macron et celle de Poutine. J'y ai trouvé beaucoup de ressemblances, je dirais, sur Jupiter. Tu vois ce que je veux dire? Ça devrait te plaire. Alors tu devrais voter Macron, puisque tu étais très poutinesque. Bon, allez, on ne va pas faire un débat sur le livre de Madame Thom, mais on a compris qu'il était intéressant. Il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'il y aura un débat présidentiel? Emmanuel Macron, hier, l'a dit, cette guerre vient percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre à la fin de la semaine. C'est vrai que je vous rappelle quand même que le premier tour aura lieu le 10 avril, un peu plus d'un mois. C'est dans un peu plus d'un mois. Emmanuel Macron n'est toujours officiellement pas candidat. Donc, est-ce qu'il a l'intention d'enjamber le débat, d'enjamber la campagne? Est-ce que de fait, Judith Weintraub, pour lui, c'est tout bénef, comme on dit? Oui, c'est tout bénef, sachant qu'il faut rappeler que c'est pas lui qui a déclenché la crise militaire, c'est pas lui qui a attaqué l'Ukraine pour faire diversion. Quoique. Valérie, attention au complotisme. Attention au premier degré. Souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon avait dit, vous allez voir, il va se passer un truc. Il se passe toujours un truc avant l'élection. Jean-Luc Mélenchon avait raison. Voilà. Non, c'est sûr que les circonstances sont les pires possibles pour le débat démocratique et pour les candidats qui ont un projet concurrent de celui de M. Macron. Cela dit, je n'en vois pas la trace du projet concurrent. On a parlé tout à l'heure de ce qu'avait dit Emmanuel Macron sur la situation internationale. On a peu parlé de ce qu'il avait dit sur la situation nationale. Oui, c'est vrai. Il annonce en fait qu'il va continuer le quoi qu'il en coûte pour pallier les conséquences de ce conflit sur nos agriculteurs, sur plus largement toutes les pans de notre industrie qui vont en être victimes. Un candidat à la présidentielle digne de ce nom pourrait peut-être envisager que l'amortisseur social, la subvention, l'aide ne soit pas le seul et unique moyen qu'est l'économie française pour se redresser. Et là, pour le coup, je prendrais l'Allemagne comme exemple. L'Allemagne qui n'a pas pratiqué dans la même ampleur que nous, pas du tout, Jérôme, le quoi qu'il en coûte, qu'il a fait de façon tout à fait différente, qui s'est beaucoup mieux remise de la crise. Ah non, c'est pas vrai, on a une croissance nettement supérieure à l'Allemagne. Parce qu'on partait de beaucoup plus bas et qu'on a perdu beaucoup plus bas. On a une croissance de 7% et l'Allemagne est à 5,5%. On compare les taux de chômage peut-être? Ah bah oui, il est passé de 10 à 7. Commercial il est passé de 10 à 7. Et le déficit commercial français par rapport on est parti de beaucoup plus haut. De plus bas. On est parti de beaucoup plus haut dans les déficits. De beaucoup plus haut dans les déficits. Jérôme, c'est un rattrapage, les 7%. Tout ça pour dire que, crise ou pas crise, la question de la compétitivité de l'économie française se pose de toute façon, et ce sera un bon moment pour en parler. Bien sûr. Oui, Jacques Miat. Oui, non, mais on a une situation économique, et cela d'autant plus que, contrairement à ce que disait tout à l'heure Michel, il ne faut jamais oublier que les Américains, qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est vendre leur gaz à la place du gaz russe. Bon, je veux bien, mais alors ça, comme politique géostratégique,
pardon, c'est pas toujours dans les intérêts des Européens. Et donc, on a bien vu d'ailleurs que l'Allemagne a sorti de SWIFT un certain nombre de banques russes pour pouvoir acheter du gaz. Donc, on est sorti quand de même l'interdit de SWIFT, oui. Oui, donc on est quand même dans, je dirais, la quadrature du cercle. Vous savez, ça me rappelle le mot de Foch. Depuis que j'ai commandé une coalition, j'admire beaucoup moins Napoléon. Ben, c'est ça. C'est qu'en réalité, Monsieur Macron, président de l'Union européenne ou du Conseil, il a le cul entre deux chaises et ça va durer très longtemps. Je vous signale qu'il y a un yacht qui a été arrêté, arraisonné à la Ciotat, un yacht qui s'appelle Amore Vero. Je vous conseille de taper yacht Amore Vero, vous verrez, c'est une jolie bête, comme on dit, 1 milliard d'euros qui appartient toujours à un milliardaire russe. Il était venu en France pour des réparations et il a subrepticement décidé qu'il n'y aurait plus de réparations pour tenter de s'échapper et le yacht a été saisi puisqu'il contrevenait aux mesures de restriction. Donc je pense qu'on va commencer à sentir très concrètement les mesures qui ont été annoncées. Oui, eh bien, on devrait se souvenir du mot de Talleyrand, pas de zèle, messieurs. Parce que quand tout cela, ça risque de se retourner contre nous. Parce que les sanctions, donc on fait quoi? Jacques, on sait très bien que tu aimes beaucoup Poutine. Mais si, on sait très bien que tu aimes beaucoup Poutine. Bien évidemment. Mais je voudrais simplement vous dire que les sanctions multilatérales, on sait quand ça commence et on est infoutu d'en sortir. Oui, mais si on t'avait écouté, on aurait disparu. Oui, mais Jacques, contrairement... Si on t'avait écouté, on aurait disparu. On déborde, c'est fini, mais sûrement que nous en reparlerons très très vite. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio.